Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons pouvoir démarrer cette séance du conseil municipal. Donc, je vais procéder d'abord à l'appel. Alors, avec les procurations. Alors, Lucie Boisdin, procuration à Didier Hanol. Alexandre Moulin. Présent. Marie-Hélène Casteil. Didier Hanol. Présent. Thérèse Adou. Présent. Maxime Sanchez arrive, il m'a envoyé un message, donc il va être là dans quelques minutes. Sylvie Delaunay, procuration à Alexandre Moulin. Présent. Alain Dupuis, procuration à Franck Dadiès. Karine Maineris-Bonfanti, procuration à Marie-Hélène Casteil. Thierry Massotto. Présent. Marjorie Almendros. Présente. Louis Puitch. Présent. Jocelyne Fréville. Présente. Mathieu Baille, procuration à Marjorie Almendros. Christelle Aracil. Présente. Éric Savine. Présent. Isabelle Dumec, procuration à Éric Savine. Michel Bouscas. Présent. Roland Tubert. Présent. Denis Jaubert. Présent. Salvador Bagnous, procuration à Roland Tubert. Christine Gadave. Présente. Voilà. Et Maxime Sanchez qui nous a rejoint. Présent. Allez, je nomme comme secrétaire de séance Marjorie Almendros. Félicitations. Allez, est-ce que... On va regarder le compte rendu du conseil municipal du 19 octobre. Donc il y avait les informations des décisions prises par délégation. Il y avait l'admission au conseil municipal de Madame Christine Gadave. La nomination, pardon, d'abord l'élection de nouveaux membres au CCAS, donc Christine également, l'élection de nouvel adjoint, l'approbation de la modification numéro 3 du PLU, les travaux de mise aux normes de l'espace Ali, l'attribution des offres de différents lots, l'acquisition de bâtiments modulaires, la demande de subvention, la convention de mise à disposition de la police municipale, de la PM avec Poyestre et Canoës, la subordination de la compétence voirie à la définition de l'intérêt communautaire, modification des statuts de Perpignan, Méditerranée, Métropole, le plan intercommunal de sauvegarde avec la nomination d'un correspondant, la nomination d'un correspondant incendie et secours également, la modification des statuts de la SPL, la convention d'utilisation du système géographique de PMM GeoArchipel, l'attribution du fonds de concours au pôle Grand Ouest pour nos travaux de voirie, la convention pour l'organisation conjointe d'événements rayonnement communautaire, la modification du tableau des effectifs, la mise à jour des indemnités d'élus, la décision modificative au budget primitif numéro 1, les acceptations en non-valeur et les questions diverses. Est-ce que sur ce compte rendu, vous avez des questions? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Monsieur le maire, je Oui. voudrais quand même, si tu me laisses 5 petites minutes. Lors du CM, j'ai fait dans le cadre des questions diverses une intervention sur le chemin communal situé route du Soleil. Se trouve l'élevage canin, que tu ne peux pas ignorer, puisque c'est un membre de ta famille qui le gère. Oui. Je te demandais pourquoi ce chemin communal était parfaitement bien goudronné. Comme une route, tu m'as répondu que ton intention était de goudronner d'autres à l'avenir, on verra. Ma question, pourquoi mon intervention, qui fait partie du conseil municipal, a été supprimée sur le compte rendu du conseil municipal du 19 octobre dernier, que tout un chacun peut aller regarder sur le site de la mairie de Pontéanis? C'est ce que j'ai fait, à ma grande surprise. Mon inter a été coupé, je n'apparais pas. Chemin communal Lupia-Perpignan. Monsieur Je Roland. parle sur le site, là. Le site de la mairie où on voit ton intervention, tout le conseil municipal. C'est normal, puisque le compte rendu devient ce soir procès-verbal et il sera affiché dès demain dans l'intégralité avec ton intervention notée. Non, mais d'accord, mais Comme à chaque fois. ce qui était enregistré là, avec Oui. la soirée du conseil municipal, pourquoi à un moment donné, moi je n'apparais pas en train de
Je n'apparais pas. Si tu veux, ça s'est arrêté juste avant que j'apparaisse. Comment ça? Dans l'enregistrement? Moi, je l'ai sur mon portable, ouais. Dans l'enregistrement, ça n'apparaît pas, je n'apparais pas. Ah, là, il n'y a aucune volonté de l'avoir coupé. L'enregistrement est arrivé jusqu'à la fin du conseil municipal. Écoute, ça fait partie du conseil municipal, en interne, je pensais. Oui, tout à fait. Il n'est pas. Sur l'enregistrement Facebook? Oui. Bon, l'enregistrement Facebook n'a rien d'officiel. Non, mais et il n'y a aucune volonté de notre part de couper. Mais c'est pour ça, ça m'a surpris, parce que quand je l'ai regardé, je me suis dit, tiens, je l'ai repris de A à Z, et la dernière partie n'est pas. C'est en direct, et en plus, votre intervention, elle a été faite pendant le conseil, elle n'a pas été faite à la fin du conseil, elle a été faite pendant le conseil. Donc c'est en direct, normalement, on n'intervient pas dessus, il n'y a pas de coupure. Tu verras que moi, je n'apparais pas du tout. Chez l'enregistrement, je regarderai. Chez l'enregistrement, je regarderai. Ah, mais regarde-le. Ouais. Bon, dans tous les cas. Parce que je l'ai repris du début, hein. J'ai tout resuivi tranquille un jour, puis merde, j'arrive, je me dis, tiens. Dans tous les cas, sur le compte rendu que nous adoptons ce soir, qui deviendra procès verbal, l'intervention de M. Thubert est bien notée. La référence à ce chemin, qui est un chemin communal et qui méritait d'être goudronné comme d'autres, est bien notée. Ça a été fait sur le budget du SMF des Aspres. Comme dans les années précédentes, d'autres rues ont été faites, y compris la rue des Lilas où tu habites. Voilà, c'est effectivement, on fait des choix sur des endroits où on veut goudronner, chacun fait les siens en fonction des attentes des riverains, et là ce choix a été fait, et donc ça sera bien dans le compte rendu qu'on va acter dans quelques semaines. Pas ça, ça concernait seulement le fait que je n'y sois pas, voilà, et que donc c'était filmé. Voilà, mais j'ai bien compris. Mais là, c'est bien dans le compte rendu qui va devenir procès verbal, et ça sera bien affiché. Pardon, ça sera affiché dès le retour de la préfecture, dès que ça sera acté comme un procès verbal. Voilà, c'est ça. Mais regardez-le, parce que ça paraît bizarre que ce soit pris. Il n'y a aucune volonté d'avoir coupé, et si c'est le cas, c'est un souci technique. On regardera. D'accord. Donc, je ne sais plus si on avait voté ou pas, donc on avait voté à l'unanimité le compte rendu qui devient procès verbal du 19 octobre 2022. Ok, allez, on passe à l'ordre du jour. Donc, les décisions prises par délégation, il n'y a rien d'extraordinaire, si ce n'est des ventes de bâtiments sur lesquels la commune renonce à l'exercice du droit de préemption. Donc, rien de particulier sur les décisions prises par délégation. Le point numéro 1, la convention de mandat pour la mise en place de la carte réseau bibliothèque. Donc je vous rappelle la compétence de Perpignan Méditerranée Métropole pour le développement de la lecture publique et la mise en réseau informatique des bibliothèques. La carte communale de la bibliothèque autorise l'emprunt de documents qu'auprès de la seule bibliothèque d'inscription. Par contre, il existe la carte réseau proposée en option depuis 2019 qui permet aux abonnés de réserver et d'emprunter des documents dans plusieurs bibliothèques ou médiathèques de leur choix sur le territoire de la métropole. Actuellement, les abonnés avec une carte réseau doivent se déplacer dans les bibliothèques où ils souhaitent emprunter. La mise en œuvre d'une navette permettra de proposer un service complémentaire à tous les abonnés avec la carte résolue et afin de faire livrer les documents dans la bibliothèque de leur choix. Ce service est proposé par l'intermédiaire de la Poste aux usagers de la bibliothèque de Pontillas-Nils titulaires donc de la carte résolue. Ils pourront, lors d'une réservation de documents faite en bibliothèque ou sur le site web, choisir la bibliothèque de livraison pour le document demandé. C'est un nouveau service qui ne fait pas l'objet d'un engagement financier pour la commune. Il convient donc juste de délibérer sur le projet de convention de mandat signé entre Perpignan Méditerranée Métropole et la commune pour la mise en place de cette carte réseau afin de permettre la mise en œuvre de la navette documentaire entre les bibliothèques et médiathèques du réseau. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 2, compétence voirie, confirmation de l'adhésion au SMF des Aspres. Je cède la parole à Maxime Sanchez. Donc, comme évoqué lors du dernier conseil municipal, PMM a décidé de restituer aux communes la compétence de la voirie communale et de redéfinir les critères de définition des voiries d'intérêt communautaire. Le pôle Grand Ouest est en cours de dissolution. Les modalités financières du retour de la gestion de la compétence à la commune pour la rénovation et le nettoyage des rues communales, ainsi que de la gestion de l'éclairage public, sont actées par la CLEC du 5 décembre, proposée au vote lors du conseil communautaire du 19 décembre 2022. Dans le cadre de cette décision, à compter du 1er janvier 2023, PMM ne représentera plus la commune de Ponteilla et de Lupia au syndicat mixte fermé des Aspres.
anciennement SILU. Pour information, la contribution au syndicat pour ce qui concerne les travaux de voirie sur la commune de Ponteilla s'élève en 2022 à 76 656,56 €. Il est proposé au conseil municipal de confirmer l'adhésion au SMF des Aspres à compter du 1er janvier 2023. Donc en fait, pour résumer, en 2016, la compétence voirie passe à Perpignan Méditerranée Métropole. Perpignan Méditerranée Métropole vient en substitution de la commune de Ponteilla au SMF des Aspres. On récupère la compétence voirie au 1er janvier, donc Perpignan Méditerranée Métropole n'est plus adhérent au SMF, et du coup, on doit nous réadhérer directement en tant que commune au SMF des Aspres. Voilà. Et PMM ne fait pas partie du syndicat mixte. PMM était au syndicat mixte des Aspres uniquement pour représenter Ponteilla et Lupiara. Donc c'est pour ça qu'on doit. Voilà. Et du coup, comme on récupère la compétence voirie. Oui, comme ils ont changé, du moins comme ils laissent tomber. Voilà. Donc nous, notre souhait est de rester adhérent au SMF des Aspres. On a un intérêt à y être, ne serait-ce aujourd'hui que pour l'ingénierie et éventuellement de futurs travaux de voirie, plutôt que de se retrouver seul dans notre coin. Donc on vous demande de confirmer cette adhésion en direct au SMF des Aspres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 3, convention relative au remboursement des frais du pôle Grand Ouest pour l'exercice des compétences communautaires 2022. Monsieur Didier Hanol. Lors du conseil municipal du 20 octobre 2021, il a été validé la convention de remboursement des frais du pôle Grand Ouest année 2021. Il convient de renouveler cette convention pour l'année 2022. Les communes membres du pôle constitué ont proposé l'exécution des prestations avec leurs équipements, le cas échéant, à chaque fois que PMM ne pourra exécuter les missions communautaires. La convention de remboursement des frais a pour effet de fixer les modalités pratiques et financières entre les communes des pôles territoriaux de PMM, ainsi que de contenir les coûts du service à court terme pour l'exécution des compétences communautaires, dont les éléments essentiels sont les suivants. Lorsque la communauté urbaine ne pourra assurer l'exercice de ses missions liées à ses compétences, les communes membres de ce pôle exerceront les prestations de services nécessaires en vue d'assurer la continuité des services publics à l'aide du personnel, de leur équipement et de leurs véhicules, le cas échéant. Les frais liés à l'utilisation des locaux communaux par les agents communautaires seront remboursés comme suit. Les petites dépenses de fonctionnement seront réglées au prorata des agents de PMM équivalent temps plein. Et concernant l'utilisation des stations-service, lorsque les véhicules communautaires seront amenés à utiliser les stations-service des communes, la communauté urbaine réglera aux communes les dépenses de carburant à l'euro. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de remboursement des frais du pôle territorial Grand Ouest entre PMM et la communauté urbaine et les communes membres, tel qu'annexé au présent rapport, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention précitée, ainsi que tout acte utile. Donc c'est effectivement, comme les années précédentes, le remboursement des frais de nos agents par le pôle Grand Ouest, et on doit redélibérer chaque année sur cette question-là. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. En point numéro 4, motion sur les finances locales. Je vous propose de nous prononcer sur une motion qui nous est envoyée par l'Association des maires concernant la situation des finances locales. Le conseil municipal exprime sa profonde préoccupation concernant les conséquences de la crise économique et financière sur les comptes de la commune, sur sa capacité à investir et sur le maintien d'une offre de services de proximité adaptée aux besoins de la population. Nos communes et intercommunalités doivent faire face à une situation sans précédent. Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, l'inflation, à son plus haut niveau depuis 1985, va faire augmenter les dépenses annuelles de fonctionnement de plus de 5 milliards d'euros. Les coûts de l'énergie, des produits alimentaires, des matériaux connaissent une hausse spectaculaire qui à elle seule compromet gravement l'équilibre des budgets de fonctionnement et les capacités d'investissement des communes et des intercommunalités. L'augmentation de 3,5% du point d'indice, mesure nécessaire pour les agents territoriaux, ajoute une charge supplémentaire de 2,3 milliards d'euros pour nos collectivités. Après 4 ans de baisse des dotations, de 2014 à 2017, la réduction des moyens s'est poursuivie depuis 2017 avec le gel de la dotation globale de fonctionnement et la baisse chaque année des attributions individuelles pour plus de la moitié des collectivités du bloc communal.
Les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques proposent de rajouter encore des contraintes avec la suppression de la CVAE et une nouvelle restriction des interventions des collectivités locales à hauteur de 15 milliards d'euros d'ici 2027, par un dispositif d'encadrement des dépenses comparable à celui dit de Cahors et visant un plus grand nombre de communes et d'intercommunalités. Ces mesures de restriction financière de nos communes ne se justifient pas. Les collectivités ne sont pas en déficit et les soldes qu'elles dégagent contribuent au contraire à limiter le déficit public. Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites. Depuis 2014, la baisse cumulée des dotations, qui représente un montant de 46 milliards d'euros, a conduit à l'effondrement des investissements alors que les comptes de l'État n'ont fait apparaître aucune réduction de déficit. Celui de 2019, juste avant la crise sanitaire, est resté au même niveau qu'en 2014. Face à l'impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en euros constant des ressources locales pour maintenir l'offre de services à la population, soutien indispensable au pouvoir d'achat des ménages. Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l'urgence est également de soutenir l'investissement public local, qui représente 70% de l'investissement public et constitue une nécessité pour accompagner la transition écologique des transports, des logements et plus largement de notre économie. Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité et permettre aux communes et intercommunalités de disposer des moyens d'assurer leur mission d'amortisseur des crises. La commune de Ponteillan-Ils soutient les positions de l'Association des maires de France qui propose à l'exécutif d'indexer la dotation globale de fonctionnement sur l'inflation 2023 afin d'éviter une nouvelle réduction des moyens financiers du bloc communal de près de 800 millions d'euros. La revalorisation de la dotation globale de fonctionnement est également indispensable pour engager une réforme globale de la DGF visant à réduire les écarts injustifiés de dotation. Nous proposons également de maintenir l'indexation des bases fiscales sur l'indice des prix à la consommation harmonisé de novembre 2019 et également de renoncer à la suppression de la CVAE ou alors de revoir les modalités de sa suppression, adossée à la valeur ajoutée et déductible du bénéfice imposable à l'IS. La CVAE n'est pas déconnectée des performances de l'entreprise, elle n'est pas un impôt de production mais constitue un lien fiscal essentiel entre les entreprises et leur territoire d'implantation. Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la fiscalité locale ne représentant que 6,5% du PIB sur un total de 44,3%. Si la suppression de la CVAE devait aboutir, il serait alors indispensable de la remplacer par une contribution locale sur laquelle les collectivités garderaient le pouvoir de taux ou d'assiette. Dans l'attente d'un dispositif élaboré avec les associations d'élus, la commune de Ponteillan demande un dégrèvement permettant une compensation intégrale. Nous demandons également de renoncer à tout dispositif punitif d'encadrement de l'action locale. Les 15 milliards d'euros de restrictions de dépenses imposées aux collectivités locales d'ici 2027 sont en réalité des restrictions imposées à la population car c'est autant de moins pour financer l'offre de services. Nous demandons également de réintégrer les opérations d'aménagement, d'agencement et d'acquisition de terrains dans l'assiette du fonds de compensation de la TVA. Cette réintégration doit être opérée en urgence pour permettre notamment aux collectivités locales frappées par les incendies d'avoir de nouveaux accès au FCTVA pour l'aménagement des terrains concernés. Nous demandons également de rénover les procédures d'attribution de la DETR et de la DSIL pour permettre une consommation des crédits votés en loi de finances. En particulier, la commune de Ponteillan demande la suppression des appels à projets et pour l'attribution de la DSIL, l'instauration d'une commission d'élus et la transmission des pouvoirs du préfet de région au préfet de département. Cette même logique doit prévaloir pour l'attribution du fonds vert. La commune de Ponteillan-Ils demande que la date limite de candidature pour la DETR et pour la DSIL intervienne après le vote du budget primitif concerné. Cette évolution permettrait de donner plus de temps aux échanges avec les services de l'État et d'appréhender l'ensemble des projets éligibles. Enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations est possible, il faut que le même dossier puisse servir à l'instruction de l'attribution des deux dotations. Concernant la crise énergétique, la commune de Ponteillan-Ils soutient les propositions faites auprès de la Première ministre par l'ensemble des associations d'élus, de créer un bouclier énergétique d'urgence plafonnant le prix d'achat de l'électricité pour toutes les collectivités locales, éventuellement assorti d'avances remboursables, de permettre aux collectivités de sortir sans pénalité financière des nouveaux contrats de fourniture d'énergie lorsqu'elles ont dû signer à des conditions tarifaires très défavorables, et de donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de vente, c'est-à-dire aux tarifs régulés avant l'ouverture à la concurrence, quelle que soit leur taille ou leur budget. En conséquence, ce que je vous demande, c'est d'approuver la motion
que je viens de vous lire, présenté par l'Association des maires de France pour alerter l'exécutif sur les vives préoccupations de la commune concernant les conséquences de la crise économique et financière sur les comptes de la commune, sur sa capacité à investir et sur le maintien d'une offre de services de proximité adaptée aux besoins de sa population, et de dire que la présente délibération sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et aux parlementaires du département. Voilà. L'idée, c'est effectivement de réagir, de suivre le mouvement et comme toutes les associations d'élus, que ce soit les maires de France ou les maires ruraux de France, de soutenir cette motion et de pouvoir interpeller l'exécutif. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 5. Subvention au centre communal d'action sociale. Thérèse. Comme l'année dernière, lors du vote du budget primaire, la subvention communale d'équilibre de 20 000 € a été votée pour financer les actions du centre communal d'action sociale. L'instruction des demandes de logements sociaux et des dossiers sociaux sont en français. Suite à la hausse du point d'indice des agents territoriaux, au 1er juillet et du SMIC, le niveau d'inflation actuel et les activités du CCAS, il convient d'augmenter la subvention d'équilibre 2022 de plus de 5 000 €. Le conseil municipal se prononcera pour attribuer cette subvention supplémentaire de plus de 5 000 € au CCAS pour l'exercice 2022. Voilà, donc bon, là c'est clair, hein, on a eu un conseil d'administration du CCAS, on a vu les comptes, et effectivement le besoin de compléter le soutien financier de la municipalité au CCAS pour l'équilibre du budget représente à peu près 5 000 €. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 6, la rémunération des agents recenseurs. Donc avant de passer la parole à M. Hanol, vous dire que Ponteilla-Nils arrive à son tour de recensement. Donc la commune va être concernée par le recensement du 19 janvier au 18 février. Donc évidemment, nous communiquerons à ce sujet. Mais d'ores et déjà, j'en profite pour que chacune et chacun d'entre vous relaie l'information. Des agents recenseurs vont effectuer cette tâche. Il y aura différents moyens, peut-être Didier vous en dira un mot, de procéder au recensement par voie électronique, par voie papier. En tout cas, ce qui est important, et je le dis aujourd'hui, je le redirai au vœu du maire, et je le redirai chaque fois que j'aurai l'occasion de le faire, c'est que plus le recensement sera efficace, plus il sera bien fait, plus il sera intéressant pour la commune et pour les finances de la commune, puisque c'est le nombre d'habitants qui fait que l'État nous attribue des dotations. Donc il est important de vraiment répondre sérieusement à ce recensement sur le nombre de personnes présentes dans votre foyer. Ça, je le dis et je le redirai, c'est important parce que les services communaux dépendent de ça. Si on doit avoir une école d'une certaine ampleur, si on doit avoir une route refaite, si on doit avoir de nouveaux équipements, si on doit remettre en état des choses, c'est parce qu'on a une certaine population. Et évidemment, si on a 2800 habitants aujourd'hui, et si le recensement fait que on dit qu'on en a 3000 ou 3200, je ne sais pas, c'est le recensement qui le dira, c'est vraiment important pour les dotations à la commune et pour notre budget des années à venir. Voilà. Je cède la parole à M. Hanol sur la rémunération des agents recenseurs, mais il pourra peut-être aussi nous dire un mot sur comment ça va se passer. Donc, Monsieur le maire rappelle que, conformément à la demande de l'INSEE, la commune veut procéder à l'organisation du recensement. Il convient de constituer et de rémunérer une équipe d'agents recenseurs. Donc un coordonnateur avec un suppléant a été désigné, donc M. Didier Hanol et Mme Isabelle Dumec. Vu le code des collectivités territoriales, donc là, vous avez toute la série d'articles dont dépend
cette opération, considérant qu'il appartient à la commune de fixer la rémunération des agents recenseurs ainsi que celle des agents coordonnateurs. Les agents coordonnateurs, pour le coup, n'ont pas d'indemnité. Considérant qu'au regard du territoire communal et de son étendue, il est nécessaire de recruter 6 agents recenseurs qui interviendront dans des secteurs définis. Considérant que monsieur le maire est chargé de procéder aux enquêtes de recensement et de les organiser, il convient donc de créer 6 postes occasionnels d'agents recenseurs et de fixer la rémunération des agents recenseurs comme suit. Donc les agents recenseurs retenus sont donc Madame Blanc Aurélien, Madame Estevez Véronique, Madame Fort Sandrine, Madame Martin Virginie, Madame Mouchet Oriane et Madame Nicole Béatrice. La rémunération qui a été basée sur le précédent recensement est donc d'1,50 € par bulletin individuel, 1 € par feuille de logement, 20 € par séance de formation qui sont au nombre de 2, et ensuite une indemnité d'intéressement de 80 € si l'objectif de 45% de retour Internet est atteint et de 120 € pour un objectif de 65%. Le but est, sur le recensement est de faire de plus en plus de retours Internet, ce qui facilite par la même occasion le travail des agents recenseurs, puisqu'ils ne font qu'un passage. Ils sont avertis dès que les personnes ont fait leur recensement par un SMS, et c'est impacté directement sur le logiciel Homer qui s'occupe du recensement. Donc ça permet d'avoir un recensement bien cadré et assez rapide et efficace. Voilà, la dernière chose, quand même, qui est assez importante, ces données sont uniquement pour l'INSEE. Il n'y a aucune jonction avec la CAF, avec les impôts, il n'y a aucune inquiétude là-dessus. C'est juste un recensement de la population pour savoir exactement le nombre de logements et le nombre de personnes qui habitent sur Ponteilla. Voilà. Pour la TGF. Et effectivement, après c'est pour la DGF. Mais les habitants n'ont rien à craindre, il n'y a pas de croisement de dossiers avec les impôts, la CAF ou autres. Voilà. Ils font leur déclaration sur l'honneur, sur le nombre d'habitants qu'ils ont, ils n'ont aucune crainte à avoir de ce côté-là. Croisement, M. Hanol a raison, croisement avec aucun service, y compris des services de l'État. Parce que, par exemple, il nous est demandé de recenser les gens qui vivent dans des lieux de cabanisation. Donc ce sont des lieux interdits, quelque part, mais on doit les recenser. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a aucun lien, comme le dit M. Hanol, ni avec les services des impôts, ni avec la CAF, ni avec les services de la DDTM. Là, on est bien sur un recensement. On a besoin de savoir le nombre de personnes qui résident sur la commune. Donc, lors du recensement, les familles doivent noter les enfants, y compris s'ils sont étudiants, puisqu'ils sont chez eux la plupart du temps, parce qu'effectivement, c'est important de dire ces choses-là, parce que les gens qui résident sur la commune, c'est des besoins pour la commune, c'est un besoin de budget, et donc il faut qu'ils soient recensés. Voilà. Donc plus le recensement sera pertinent, plus ce sera intéressant pour les finances de la commune et pour la DGF, comme on le dit depuis tout à l'heure. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce point ? Non ? Donc concernant le recrutement et la rémunération des agents recenseurs, est-ce que quelqu'un est contre ? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 7, il s'agit, comme l'année dernière, du renouvellement de la mise à disposition d'un agent municipal. Donc en effet, nous avons en 2021 décidé la mise à disposition du foyer rural de Ponteilla-Nils pour exercer les missions de coordinatrice d'espace de vie sociale d'un agent de la commune. Il convient de renouveler cette mise à disposition pour une durée de 12 mois. Je vous rappelle que la mise à disposition est faite au prorata des heures effectuées et qu'elle est remboursée sur facturation par le foyer rural au travers de la subvention perçue de la caisse d'allocation familiale dans le cadre de l'agrément espace de vie sociale. Donc c'est une opération blanche pour la commune, puisque le salaire, les indemnités de l'agent sont remboursées par le foyer rural. Il s'agit juste d'acter la mise à disposition. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 8, la nomination d'un référent laïcité. Allez, Alexandre Moulin. Merci, monsieur le maire. Donc, un référent laïcité doit être nommé au sein de la commune de Ponteilla-Nils. Donc, ce référent laïcité
doit permettre d'aider les agents territoriaux à appréhender pleinement leur sens de la portée du principe de laïcité. Il est tenu, bien entendu, au secret et à cette discrétion professionnelle. Conformément au texte en vigueur depuis 2021, il convient de nommer comme référent à la laïcité un agent fonctionnaire de la commune qui soit titulaire. Les référents laïcité sont notamment chargés de diffuser une culture de laïcité dans les services et d'apporter tout conseil utile aux agents et aux chefs de service qui les consultent sur le respect du principe fondamental de la laïcité. Donc le conseil municipal se prononcera sur la proposition de M. le maire d'une nomination d'un agent référent laïcité sur la commune de Pont-et-Anis. Et moi, donc je vous propose que l'on nomme Sylvie Taillade, qui est à la fois sur l'espace de vie sociale et sur la médiathèque, comme référent laïcité. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 9, eh bien, je laisse la parole à Alexandre Moulin sur la mise à disposition d'un conseiller numérique par le département et par Perpignan Méditerranée Métropole, s'agissant de 2 conseillers numériques différents. Donc, Monsieur le maire vous rappelle que par délibération du 20 octobre 2021, il a été créé un emploi non permanent dans la catégorie hiérarchique C d'adjoint administratif afin de mener à bien le dispositif conseiller numérique France Service pour une durée de 2 ans. L'objectif est de soutenir les administrés dans leur quotidien, les démarches administratives sur le numérique, sensibiliser aux enjeux numériques, favoriser les usagers citoyens critiques et rendre autonomes pour savoir utiliser seul le numérique pour des démarches administratives en ligne. Dans le cadre de ce dispositif, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la mise à disposition gratuite d'un conseiller numérique par le département des Pyrénées-Orientales et par Perpignan Méditerranée Métropole. Alors donc nous avions créé un emploi donc, sous l'aide de l'État, des conseillers numériques, et il se trouve que la personne s'en va vers d'autres horizons. Et donc, par contre, si nous renouvelons le conseiller numérique dans ce cadre-là, on doit payer les formations. Donc, on a étudié d'autres pistes, et il se trouve que et le département et Perpignan Méditerranée Métropole peuvent nous mettre à disposition des conseillers numériques. Donc, pour maintenir ce service dont les administrés sont très contents, il y a un groupe régulier qui vient à la fois pour des cours d'informatique, mais surtout pour de l'assistance à l'usage des tablettes, des smartphones, etc. Donc nous allons faire appel à ces 2 possibilités-là, et donc c'est la délibération qu'on vous demande de prendre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 10, attribution de l'offre relative au contrat d'assurance dommages aux biens et annexes. Monsieur Hanol. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que la délibération du 10 décembre 2020, les marchés d'assurance de la commune ont été attribués après une mise en compétition conformément au Code des marchés publics. Le contrat LO1 dommages aux biens et annexes, VHF Pilote, d'un montant de 3 649,15 € a été résilié par l'assurance dans le courant de l'année 2022. Il a été lancé une procédure de marché public avec publicité qui s'est révélée infructueuse faute d'offres. La commission d'appel d'offres réunie le 14 décembre 2022 a déclaré la procédure de marché infructueuse et a donné un avis favorable pour passer un marché sans publicité, mais avec une mise en concurrence préalable restreinte, considérant que les conditions initiales du marché public ne sont pas substantiellement modifiées. Plusieurs assurances ont été consultées. La commission d'appel d'offres se réunira le mercredi 28 décembre 2022 pour donner son avis sur les offres et la négociation engagée. Le conseil municipal doit donc donner délégation à monsieur le maire ou à un adjoint au maire pour signer le contrat d'assurance dommages aux biens annexes, le mieux disant avant le 31 décembre 2022. Donc là, effectivement, nous avons été résiliés pour sinistralité. Et malheureusement, ça deviendra de plus en plus courant, de plus en plus régulier. Les difficultés qu'on rencontre, nous, aujourd'hui, bon nombre de communes les rencontrent, mais pas que les communes. Hein, je veux dire, la difficulté à s'assurer pour certains risques n'est pas évidente aujourd'hui. Et effectivement, on a accumulé en 2 ans
quelques sinistres dommages ou biens. Qui ont fait que... Pas énorme, mais Voilà, voilà. Mais plusieurs. c'était Voilà. un arabe qui résilie. Ben, il faut dire que la prime, sur ce dommage-là, la prime n'est pas énorme. Hein. Oui. 3 649 €, et je crois qu'un seul des 6 ou 7 sinistres qu'on a eu était supérieur à la prime. Bon. Donc c'était un risque, voilà. Donc par contre, ce qui est plus embêtant, c'est qu'on n'a plus d'assurance au 31 décembre, que l'appel d'offres a été infructueux, donc on est obligé de passer par une procédure différente pour se retrouver assuré au 1er janvier. Donc les membres de la commission d'appel d'offres seront convoqués, je crois que la convocation est faite depuis tout à l'heure, seront convoqués, désolé, hein, je sais que ça fait beaucoup pendant les fêtes, mais seront convoqués le 28 décembre. Pensez, si vous ne pouvez pas venir, à vous faire représenter par votre suppléant, et on examinera ça le 28 décembre en fonction des réponses qu'on aura eues dans ce marché simplifié que l'on a lancé. Voilà. Donc, ce que je vous demande, c'est de donner pour délégation au maire ou à l'adjoint au maire pour signer le contrat dès que la commission se sera réunie. Voilà. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 11, l'attribution du contrat photocopieur. Monsieur Hanol. Donc, Monsieur le maire informe l'Assemblée que les contrats photocopieurs, location et maintenance arrivent à échéance au mois de mars 2023. Donc une consultation a été réalisée. Le parc existant était constitué de 6 gros photocopieurs, 2 en mairie, 2 à l'école Gaudy, 1 à l'école Oncle Jules et 1 à l'ALSH périscolaire. Et 2 petits photocopieurs de bureau au CCAS et à l'APM. Et d'une solution JET, qui est la solution électronique de gestion des documents, de courrier entrée-sortant. Le parc a été réduit, donc une nouvelle demande de location s'est appuyée sur 4 photocopieurs seulement, donc 2 à la mairie, 1 à Gaudy et 1 à l'Oncle Jules, et l'achat de 2 photocopieurs de bureau au CCAS et à la LSH, celui de l'APM nous appartenant. Une JET de courrier entrant-sortant et une offre de coffre-fort numérique qui gérera l'émission des bulletins de paye des agents entrant dans la démarche de dématérialisation des documents. Donc 5 prestataires ont répondu à cette offre, à cette demande. Copie Sud, qui était le prestataire actuel, Rex Rotary, RS Group, Burofax ITBF et ADO. Il est à noter que tous les contrats de maintenance incluent maintenant la fourniture de consommables couleurs, alors qu'avant, seuls les tonneurs noirs étaient inclus. Tous les tonneurs couleurs étaient en sus. Les copies seront facturées à l'impression et non plus au forfait, car nous avons constaté en comparant le nombre de ramettes achetées et le nombre de copies facturées un différentiel assez important. Avant, la facturation des copies était faite pour certaines machines. Il y avait 18 000 copies couleurs, par exemple, pour la mairie, alors qu'en comparant le nombre de ramettes passées, ça ne correspondait pas du tout. Donc il y avait une surfacturation qui était faite à ce niveau-là. Donc là, le choix a été fait de prendre une facturation à la copie, et d'ailleurs c'est ce qu'ont proposé la plupart des prestataires. Les prestataires le mieux disant retenus est la société RS Group, classée selon donc, les différents critères d'offre, de tarifs de location, de prestations de maintenance, de logiciels et de GED et de coffre-fort numérique. Pour information, donc, nous passons d'un contrat à l'année à 25 716 € à un contrat à 7 156 €. Il y a une grosse différence de location. Vous avez dit que finalement, ce contrat, c'était l'impression, du moins la facturation à l'impression de la copie. Bon, oui. La question que je vous pose, hein, c'est par rapport aux 25 000 qu'on payait antérieurement et qui incluait finalement un nombre indéfini de copies. Oui, mais à chaque fois, on paye. À chaque fois, par exemple, les 7 156, ouais. Ça représente quoi? La location maintenance. Oui. Donc il va falloir rajouter après l'impression, tout ça. Il va falloir rajouter l'impression des feuilles. Oui, bah là aussi, dans le contrat à 25 000, c'est juste la location, c'est pas avec les copies. Hein. 25 000. Oui, j'ai comparé ce qui est comparable. À 25 000 €, ouais, c'était juste les copies. Puisque vous avez dit à un moment donné, il est annoté, les copies sont facturées à l'impression et non plus au forfait. Oui.
Comme ça a été au forfaitairement, certainement dans le forfait, le forfait n'était pas dans les 25 000. Non, mais le forfait copie n'est pas dans les 25 000. Là, dans les 25 000 du contrat précédent, c'est juste le contrat location-maintenance. Il fallait rajouter donc en plus. Il y avait une facturation qui était à part pour les copies. D'accord. Et donc là, on a préféré faire le choix, justement, de faire l'impression à la copie. Parce que le but, c'est de déjà brider les photocopieurs en les mettant en position uniquement noire, déjà, dans un premier temps, et d'habituer, mais ça se fera petit à petit, voilà, à la dématérialisation. Mais bon, les choses se font voilà, au fil du temps. Il faut apprendre aux gens à moins photocopier, à plus scanner et à utiliser plus l'informatique. Il semblerait que le mieux disant, donc c'est RS Group. Est-ce qu'on peut me donner juste une grandeur d'idée des autres prestataires, à peu près, pour savoir, parce que je trouve qu'il y a un écart incroyable. Eh ben, sur tous les autres, ils se tenaient, le deuxième était à disons 7800, le troisième était à 8000, et après il y en a deux autres qui étaient beaucoup, enfin plus chers, mais beaucoup moins chers que le précédent contrat. Et même Copie Sud a fait une proposition similaire aux autres. Mais a priori, je pense que c'est la tendance. Je pense que c'est la tendance actuelle. Les photocopieurs, ils ont revu complètement leur copie c'est le cas de le dire, leur copie de proposition. Parce que là, ils proposent une maintenance avec les consommables inclus. Donc, ce qui ne se faisait pas avant. Et là, le contrat de Copie Sud, il avait besoin d'un bon nettoyage pour le coup. Et oui, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait, mais bon, ils ne sont pas assez bien positionnés pour le coup. Vous dites qu'il y a un écart de 700 000 €. Ah oui, non, mais c'est assez important. Voilà, donc. C'est soumis au vote. Maintenant, oui, non. Il y a d'autres questions? Donc ça nous rappelle l'importance quand même, et la rigueur, ça nous rappelle l'importance et la rigueur qu'on a depuis 2020, de revoir systématiquement tous les contrats et tout ce qui était négocié par la municipalité, qui n'avait pas été revu pendant plusieurs années. On a revu les assurances, on en a parlé, on avait gagné énormément. On a revu les systèmes d'alarme. Les systèmes d'alarme, la téléphonie mobile. Aujourd'hui, les illuminations. Aujourd'hui, les copies, les illuminations. Je crois que c'est tout. Et la sauvegarde. Et la sauvegarde. Donc, à un moment donné, on fera quand même le point sur budgétairement tout ce qu'on a gagné en revoyant tous ces contrats-là qui n'avaient pas été revus pendant plusieurs années. Parce que c'est important et c'est ce qui nous a permis d'avoir du souffle dans le fonctionnement au niveau du budget de la mairie. Voilà. Donc ce n'est pas l'idée de faire le point ce soir, mais c'est de rappeler que ça fait partie de cette démarche qu'on a engagée. Les alarmes, les assurances, la téléphonie et aujourd'hui les copieurs. Évidemment qu'on aurait aimé faire plus vite, mais chaque chose ayant des échéances, on ne peut le faire qu'à certains moments. Ouais, par exemple, le contrat des photocopieurs, on n'a pas pu l'arrêter avant parce qu'il était trop cher à racheter. Donc c'était pas possible. On a dû attendre, et là ça se termine en mars 2023, donc on attend cette échéance-là. C'est comme les alarmes, il y en a quelques-unes qui sont passées, mais il nous en reste encore deux. Il nous reste les ateliers municipaux et l'APM à passer, qui seront courant de l'année. Les alarmes et tout ce qui arriveront à échéance courant de l'année prochaine. Les alarmes et tout ce qui est maintenant, surtout au niveau des caméras, etc. aussi, qu'on va revoir un petit peu aussi par rapport aux prestataires qui étaient en place. Les contrats de vidéoprotection aussi. Ok, donc sur ce point numéro 11, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça serait intéressant de voir l'évolution. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 12, toujours M. Hanol, l'ouverture par anticipation des crédits d'investissement 2023. Monsieur le maire rappelle les dispositions extraites de l'article 16.12.1 du Code général des collectivités territoriales que vous avez en dessous. Donc le montant maximum de l'autorisation mentionnée ci-dessus s'élèvera pour l'exercice 2023 à... Donc vous avez pour la section d'investissement 320 220 €. Les dettes en opération financière exercice 2022, 160 301 €. La base de calcul de la limite supérieure de l'exercice 2022 est à 480 521 €, ce qui donne une autorisation maximale d'ouverture des crédits d'investissement, donc de 25%, 220 130 €.
Le conseil municipal se prononcera pour autoriser monsieur le maire à engager ou à mandater à hauteur maximum de 120 130 € de crédit d'investissement avant le vote du budget primitif de 2023. Voilà, comme chaque année, c'est l'autorisation que vous me donnez de pouvoir engager des crédits d'investissement avant que l'on vote le budget au mois de mars ou avril. Donc, qui est limité à 25% de ce qui a été réalisé l'année précédente. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 13, la dissolution du CIVOM de Ponteilla. Approbation du tableau de répartition de l'excédent. Donc, je vous rappelle, ou je vous informe, que par arrêté du 5 mai 2014, monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de mettre fin à l'exercice des compétences du CIVOM à la date du 30 juin 2014. À compter du 1er juillet de la même année, les communes ont repris les compétences. Il y avait le balayage, l'éclairage public, le débroussaillement et les pompes funèbres qu'elles avaient transférées au CIVOM au préalable. Le CIVOM a continué d'exister sur le plan juridique pour les seuls besoins de sa liquidation. Sauf que personne ne s'est occupé depuis de cette liquidation. Donc nous avons pris les choses en main avec le Trésor public et nous faisons une proposition dans les différentes communes et dans les différents conseils municipaux de la répartition d'un solde excédentaire. Donc c'est quand même intéressant puisqu'il y a une somme à se partager. Vous avez les montants sous les yeux et vous voyez que dans ce tableau qui a été proposé au Trésor public dans un travail en collaboration, nous avons 9 438 € à récupérer. Donc c'est un savant calcul qui a été fait, M. Pontounet, par rapport au nombre d'habitants et au nombre d'heures qu'effectuaient les communes au travers du CIVOM. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on retrouve dans le tableau que vous avez sous les yeux. Donc du coup, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc effectivement, si je souhaite que toutes les autres communes prennent la même délibération, ce qui nous permettra d'avancer et de pouvoir récupérer cette somme auprès du Trésor public. Donc est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 14, concernant la dotation globale de fonctionnement, fixation de la longueur de voirie communale. Maxime Sanchez. Donc, dans le cadre du recensement de la longueur de voirie communale pour fixer la dotation globale de fonctionnement, nous vous proposons d'intégrer les voiries des lotissements Pontigliano, Parc Pontigliano et les vues de Pontigliano. Le mètre linéaire à intégrer est de 1299 mètres fixant à 18 719 mètres de linéaire total. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 15, réforme de la publicité des actes, Marie-Hélène Casteil. L'ordonnance numéro 2021-1310 du 7 octobre 2021, ainsi que le décret 2021-1311 du même jour, opère une simplification des outils de publicité des actes des collectivités territoriales à compter du 1er juillet 2022. L'obligation d'affichage des actes réglementaires et des actes ne présentant ni un caractère réglementaire ni individuel est supprimée pour être remplacée par la publicité sous forme électronique des actes des collectivités. Cette publication ne pourra être inférieure à 2 mois et devra contenir la date de mise en ligne de l'acte. Ce nouveau mode de publicité conditionnera désormais l'entrée en vigueur des actes administratifs des collectivités. Par exception au principe précité, dans les communes de moins de 3500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires ni individuelles sont rendus publics par affichage, publication sur papier ou sous forme électronique. Ces communes disposent alors d'une option. Il appartient au conseil municipal de choisir le mode de publicité de la commune. À défaut de délibération à ce sujet, le principe de la publicité électronique des actes s'appliquera. Il est proposé au conseil municipal, en plus des publications électroniques, de poursuivre la publication des actes sous forme papier.
Donc pour l'instant, ce qu'on vous propose, nous avons le tableau d'affichage devant la mairie, c'est pour l'instant de continuer l'affichage papier, parce qu'on est quand même dans une transition. Tout le monde n'est pas encore au niveau du numérique. Donc je pense qu'on peut s'y préparer, on peut faire le double affichage, numérique et papier, et petit à petit, comme l'a dit M. Hanol tout à l'heure, on se détachera du papier. On a quand même fait de grands pas en avant, puisque aujourd'hui même, on a, c'est tout frais, la possibilité, ça je fais référence aussi aux frais de copie dont on a parlé il y a quelques minutes, on a la possibilité désormais de signer bon nombre de documents comptables en signature électronique, c'est-à-dire que les documents de la commune et les documents du CCAS avec la trésorerie vont être dématérialisés. Il n'y aura plus les papiers, les parapheurs que beaucoup d'entre vous connaissent ou ont connu. Et donc ça va être dématérialisé, ça va être des coches à faire sur l'ordinateur. La même chose pour la paye des agents. Donc c'est très pratique pour le maire, hein. Je pourrais signer la paye même en vacances ou au bord d'une plage. Et donc c'est vraiment une évolution, mais c'est aussi une réduction du papier, une réduction des coûts. Et donc sur la publicité des actes, on y viendra aussi. Mais là, je pense qu'il faut se laisser un peu de temps. Et si on allait de suite au numérique, je pense que ça pourrait être un peu violent peut-être, parce qu'on a, encore hier, on a une personne qui est venue consulter sur le panneau d'affichage l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir. Donc bon, je pense qu'on va pour l'instant, si vous en êtes d'accord, et c'est ce qu'on vous propose, garder le format papier et on évoluera petit à petit. Ouais, pour l'instant, on a deux freins, c'est-à-dire que déjà, il faut mettre un grand panneau numérique dehors, donc ça a un certain coût. Et en plus, on a un site internet qui n'est pas optimisé pour. Donc là, on est complètement bridé par ce site internet. Donc il va falloir envisager de le refaire. Il n'est même pas optimisé pour les smartphones non plus. Donc il y a pas mal de choses à mettre en place avant. Et comme l'obligation n'est que pour les communes de plus de 3500 habitants, et je ne pense pas qu'on y sera, donc on réduit pour l'instant un petit peu la voilure. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce point numéro 15? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 16, retrait de la délibération du 14 juin 2022 au sujet du règlement intérieur du conseil municipal et de l'usage de la langue catalane. Monsieur Moulin. Merci, monsieur le maire. Donc, suite à un recours au tribunal administratif de monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, l'État demande au juge administratif d'annuler les délibérations en catalan pour certaines communes du département. En date de libération du 14 juin 2022 par le conseil municipal de la commune de Pontianis, au sujet du règlement intérieur du conseil municipal et de l'usage de la langue catalane. Monsieur le maire propose le retrait de cette délibération. Il rappelle les termes de la délibération concernée par le recours. Donc c'était le SIOCAT qui a pour but, SIOCAT, autant pour moi, j'ai dit une connerie là, non? SIOCAT, qui a pour vocation de promouvoir des langues occitanes et catalanes, est un syndicat de communes qui a été créé à l'initiative de l'Association des maires de France et adjoint des Pyrénées-Orientales par arrêté préfectoral le 16 juin 2012. Les communes, en tant qu'institutions les plus proches de la population, peuvent agir de façon pratique en facilitant l'apprentissage, la promotion de l'usage des langues catalanes et occitanes. Il avait été proposé lors de cette délibération du 14 juin 2022 au conseil municipal de prendre en compte dans son règlement intérieur la possibilité de s'exprimer en langue catalane dès lors qu'une traduction sera faite en français dans le même temps. Il en sera de même pour les documents et les actes administratifs. Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, avait approuvé ce 14 juin 2022 les dispositions subvisées concernant le règlement intérieur du conseil municipal. Donc, monsieur le maire vous demande aujourd'hui de revenir sur cette décision qui avait été prise par le conseil municipal à la délibération du 14 juin 2022, suite au recours, premièrement, de monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales et surtout de l'État qui demande au juge administratif d'annuler les délibérations de ces conseils municipaux en catalan ou occitan. Voilà. Bon, j'ai vu le secrétaire général de la préfecture qui devait me convoquer. Bon, on s'est croisé par hasard sur une inauguration. Il m'a dit, bon, je ne vous convoquerai pas, mais vous recevrez le courrier du tribunal administratif vous demandant d'annuler la délibération.
Donc on s'exécute voilà, à contre-cœur, parce que c'est vrai que la délibération proposait simplement de pouvoir s'exprimer en catalan à partir du moment où dans la minute qui suivait c'était traduit mot pour mot en français. Bon voilà, il y a les textes qui font que on doit se tenir à ça. Et donc, voilà. Donc je vous demande de retirer cette délibération. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Moi, je m'abstiens. Tous lever la main. Pardon. Oui, oui. Non, mais... Moi, je pense que contre, on devrait tous lever la main. On est contre cette notion, bien sûr. Enfin, il y a d'autres façons de... En catalan. Puisqu'on avait tous voté pour. Pouvoir s'exprimer. Hein. On avait tous voté pour. Les enfants qui sont en Bretagne, hein, il y a une vivalité en Bretagne. Ils n'ont pas besoin de texte pour que finalement la population vive. Hein, voilà. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit en imposant quelque chose qu'on arrive à maintenir des valeurs. Alors moi, ce que je pense, en effet, c'est ce que dit M. Jobert, ça doit se faire naturellement. Et si quelqu'un s'exprime en catalan, l'un de nous traduit derrière, et puis voilà. Alors pour reprendre les propos de M. le maire, moi ce que je propose, après chacun prend à son âme et conscience, le 14 juin 2022, on avait voté à l'unanimité le fait de pouvoir faire un conseil municipal traduit derrière en catalan. Donc ça serait bien de là de voter contre. Oui, mais si tu votes contre, je me retrouve au tribunal administratif, on doit payer des frais d'avocat pour être défendu. Tu es obligé de retirer la délibération. Oui, mais on est... Tu peux t'abstenir, mais... Non, moi je suis désolé, je vous demande de retirer cette délibération. Si on est pour ou contre de retirer la délibération, c'est simple. Et on est pour de la retirer. On retire la délibération. Par contre, je rejoins M. Jobert, ça ne doit pas nous empêcher de défendre la langue catalane, de défendre la culture catalane. Et si un jour quelqu'un en conseil municipal s'exprime en catalan, il ne sera pas ni retoqué, ni... voilà, au contraire, mais par contre, on peut, derrière, dans la foulée, penser à traduire pour ceux qui ne comprennent pas le catalan, puisque nous sommes les représentants de la République française. Voilà. Le texte, il est là. Et la réalité, elle est là. Voilà. Après, je vous rappelle qu'on a signé le livre blanc de Catalogne, je vous rappelle qu'on a nommé un référent catalanité, on est dans une démarche de soutien à la catalanité. Malheureusement, cette démarche-là, elle est bloquée par des textes législatifs de la République française et on doit s'y conformer et les suivre. Voilà. Donc on doit retirer cette délibération. Si on ne la retire pas, on va quand même vers une démarche juridique avec des frais qu'on n'est pas sûr d'aboutir. Et bon, je ne pense pas qu'on ait spécifiquement de l'argent à mettre là-dedans. Voilà. Ça ne nous empêchera pas de soutenir et de continuer à soutenir la catalanité et la langue catalane. Voilà. Donc, moi je vous demande de voter le retrait de cette délibération. Donc, est-ce que quelqu'un... Après, tu fais ce que tu veux, personnellement. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Voilà. Deux abstentions. Le point numéro 17, candidature pour centre, convention entre l'agence d'urbanisme catalane et la commune. Maxime Sanchez. Par délibération du 31 mars 2022, le conseil municipal a validé l'adhésion de la commune de Pontéanis au sein de l'agence d'urbanisme catalane et l'engagement d'une mission concernant la réalisation du diagnostic bourg-centre nécessaire à la contractualisation avec la région Occitanie. Je vous propose de délibérer sur la convention avec l'ORCA qui engage le diagnostic bourg-centre et le dépôt de notre candidature auprès de la région pour un montant de 7 800 € TTC. Voilà, donc je vous rappelle, l'objectif de Bourg-Centre, c'est de contractualiser. Aujourd'hui, on ne peut pas aller chercher des subventions auprès de la région au coup par coup. Ça n'existe plus. On doit se projeter sur les années à venir, c'est ce que j'ai dit pendant plusieurs conseils municipaux, y compris sur les acquisitions foncières que l'on peut faire. Il faut que l'on voit le Pontéanis de demain sur 5, 10, 15 ans, voire même plus. Et donc c'est en se projetant qu'on doit contractualiser avec les partenaires, donc avec l'État, avec le département, mais si on veut contractualiser avec la région, il faut passer par ce dispositif, qui d'ailleurs des fois en débloque d'autres, parce qu'à partir du moment où on est reconnu Bourg-Centre, il y a des compléments qui sont donnés par d'autres partenaires, et la réalisation de ce dossier, on se l'était dit au mois de mars, nécessite de l'ingénierie et le montage du dossier, et donc on a fait appel à l'ORCA, on a adhéré à l'ORCA au mois de mars,
Et aujourd'hui, on vous demande d'acter la convention avec l'ORCAP pour ce montant, qui va monter le dossier et présenter le dossier de candidature pour que l'on rentre dans le prochain train de Bourg-Centre, puisqu'en plus la région vient d'acter les nouveaux contrats Bourg-Centre et que les nouvelles contractualisations se profilent à l'horizon. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? C'est annuellement ou quoi ça? C'est annuellement ou quoi? Non, si on, alors, non. Les 7800 €, pardon. Un forfait, c'est juste pour le contrat. Il y a une adhésion qui était... Non, l'adhésion c'est une chose. Là, les 7800 €, c'est la convention pour le diagnostic et le dépôt de candidature. Voilà, donc c'est le dossier de candidature. Voilà. C'est pas annuel, c'est pas annuel. C'est le dossier que l'on met 6 mois ou un an à le faire. D'aller chercher des fonds dans la région, tout ça. Une fois que le dossier est fait, que l'on a candidaté, on l'espère, le but c'est ça, d'être reconnu Bourg-Centre et d'avoir, comme tous nos copains à côté, qui n'ont pas loupé le train à l'époque, d'avoir un panneau Bourg-Centre à l'entrée du village. Et donc, du coup, de pouvoir, chaque fois qu'on aura un projet, dire, ben voilà, on fait, j'ai une bêtise, on rénove le square Guimalet, on demande une aide à la région. On rénove énergétiquement tel bâtiment, on demande une aide à la région. Voilà. Après, c'est pas parce qu'on a l'agrément, la reconnaissance Bourg-Centre, qu'on est aidé dans chaque dossier, mais en tout cas, c'est facilitateur. On montre notre volonté de contractualiser, de voir sur le long terme. On voit on a une vision globale de la commune avec des pôles, où est-ce qu'on imagine les choses, etc. Donc c'est un travail très intéressant. Comment on voit tel bâtiment, qu'est-ce qu'on voit à cet endroit-là, etc. Qu'est-ce qu'on souhaite rénover, qu'est-ce qu'on souhaite faire dans telle thématique, l'environnement, la jeunesse, etc. Et dans cette globalité-là, on pourra présenter des dossiers à la région au fil du temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a des communes qui présentent des dossiers Bourg-Centre qui ont fait leur labellisation Bourg-Centre il y a 4 ans en arrière. Donc je veux dire, c'est sur le long terme après. Oui, jusqu'à 2028, là, ce contrat-là. Voilà. Et les opérations sont fléchées en plus. Donc, l'énergie, Lambert et autres. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point numéro 18, nous devons nous constituer partie civile et désigner l'avocat pour représenter la commune dans une affaire dont je ne citerai pas le nom, au tribunal correctionnel de Perpignan. Vous l'avez sous les yeux, hein, vous, le nom. Bon, après, bien sûr, les comptes rendus sont affichés, mais donc c'est une affaire d'urbanisme et il convient de prendre la décision de nommer l'avocat de la commune pour nous représenter dans cette affaire-là au tribunal correctionnel de Perpignan. D'autre part, j'ai reçu aujourd'hui, et donc si vous en êtes tous d'accord, on pourrait prendre une décision commune. J'ai reçu aujourd'hui un avis d'audience à victime pour une autre affaire, toujours en urbanisme, toujours au tribunal correctionnel, mais qui est très proche, c'est-à-dire qui passe début janvier. Et on reçoit ça aujourd'hui. Donc ça veut dire que si on ne prend pas la délibération aussi de nous faire représenter par l'avocat de la commune sur cette affaire-là, il faudrait qu'on réunisse un conseil municipal exceptionnellement pour cette question-là. Donc quand j'ai ouvert le courrier tout à l'heure, je pensais judicieux, si tout le monde en est d'accord, que l'on prenne, alors vous pourrez consulter après, les élus pourront consulter l'avis d'audience à victime, puisque c'est aussi une question d'urbanisme qui n'est pas respectée, et il y a également le nom de la personne contre qui nous devons nous porter victime, puisqu'il y a un préjudice pour la commune. Et donc, dans le point numéro 18, je vous propose qu'on prenne la décision que l'avocat de la commune nous représente en partie civile au tribunal correctionnel sur les deux affaires. L'affaire dont vous avez le nom sous les yeux et cette affaire-là dont j'ai reçu le courrier aujourd'hui, et ce qui nous permettra d'être défendus et, je l'espère, d'obtenir gain de cause, puisqu'il s'agit essentiellement d'affaires de cabanisation et de problèmes que la DDTM suit depuis longtemps. La DDTM sera également présente au moment des affaires et sera représentée, mais je trouvais important que la commune le soit. C'était pas obligé, on n'était pas obligé d'être représenté, mais je trouvais important qu'on soit... informé. Qu'on se porte partie civile et que l'avocat nous représente. Parce que, je veux dire, à un moment donné, bon, il y a... Sans vouloir connaître le nom,
On peut savoir au moins l'endroit? Alors, Non. Non. non, parce que ça sera trop... On te le dira... On vous le donnera après, M. Jobert. Il n'y a pas de souci, tout à l'heure on te le dit, mais... Mais moi j'aime bien quand on me demande de voter, de savoir moi je vote. Oui, Non, mais on vous le dira. le problème c'est que si on dit ne serait-ce que le quartier Oui, oui, d'accord, ou l'endroit, on va comprendre... Je vais leur passer ce document. Voilà, mais bien sûr. Oui, oui. Voilà, et je vais même mettre une indication... Allez, sur Voilà. le lien. Non, non, mais tout à fait. Bon, c'est juste pour être informé. Hein. Ça, c'est il y a toujours fou de la merde. Peut-être un crayon, un papier. C'est sûr que c'est là-bas. Donc l'affaire qui est sur l'ordre du jour, c'est... Là, vous avez le nom, là. Là, vous avez le nom, vous voyez où c'est ou pas? J'ai rien. Ah, ça Oui. Ça, je sais. Voilà, bon, ok. C'est l'attente. C'est Voilà. le deuxième. Oui, oui, tout à fait. Non, mais voilà, non, mais sinon, je te le précisais aussi. Voilà. Ça, c'est le deuxième qui est en cours depuis aussi un bon moment aussi. Merci. Donc, pas d'autres questions sur le point numéro 18. Donc, on acte bien le fait que la commune sera représentée en partie civile sur les deux affaires d'urbanisme, celle que vous aviez à l'ordre du jour et celle que j'ai rajoutée, reçue au courrier aujourd'hui, grâce au tribunal correctionnel, dès début janvier. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 19, donation de terrain Courty-Bilotte. Donc je rappelle que par délibération d'il y a déjà un an, la commune s'est engagée à nommer une partie de la rue des Roitelets, rue Alphonse Courty. Il y a une faute, il manque un S. Rue Alphonse Courty, ancien maire de Pontillas-Nils. Je précise que la famille Courty fait donation à la commune d'une partie de la rue des Rouges-Gorges, alors que nous avions, dans la délibération précédente, évoqué une cession. Donc il s'agit bien d'une donation et non pas d'une cession, comme précisé lors du vote du 21 décembre 2021. Donc l'acte va être passé prochainement, c'est ça Maxime? À la rentrée, oui. Donc il convient de délibérer sur le fait que c'est une donation et qu'en échange de cette donation, nous nommerons, comme promis, une partie de la rue des Roitelets, rue Alphonse Courty. Voilà, concernant ce point numéro 19. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 20, échange de parcelles communales Loribéral. Je rappelle que par délibération du 14 juin 2022, le conseil municipal a autorisé l'échange de la parcelle de terre communale AS 146 au lieu dit Loribéral contre les parcelles AS 195 et AS 199 appartenant à M. Dominique Lara et Mme Nicole Manent. Le secteur Loribéral fait l'objet de nombreux problèmes de réseau d'eau usée et d'eau potable. Il a été proposé de procéder à cet échange de terrain pour permettre une unité foncière sur ce secteur et commencer à résoudre les problèmes de ces réseaux. La parcelle communale AS 146 fait partie du domaine privé de la commune. Les frais de cet échange seront à la charge de la commune. Il convient de préciser également que l'échange ne concerne qu'une partie de cette parcelle pour une surface de 191 mètres carrés. Voilà les précisions qui avaient été demandées par M. Jobert. M. Dominique Lara et Mme Nicole Manent cèdent à la commune l'intégralité de la parcelle AS 195 pour 455 mètres carrés et 73 mètres carrés de la parcelle AS 199. Donc nous allons prendre cette délibération qui est beaucoup plus précise que la précédente et qui stipule bien le nombre de mètres carrés cédés par la commune et le nombre de mètres carrés cédés par Mme Manent et M. Lara, et ce qui montre bien que la commune n'est pas perdante dans l'affaire, bien au contraire. Et en tout cas, on a une délibération claire avec l'échange et les mètres carrés précisés sur cet échange. Voilà.
Donc ça permet d'avoir un droit de passage pour aller à la STEP. Ça permet surtout d'avoir une partie qui devient communale pour plus tard y déplacer des réseaux d'eau potable et d'eau usée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisqu'on a dans ce quartier-là bon nombre de réseaux qui passent chez les privés. Donc ça nous permet d'avoir une partie communale et on travaille avec les riverains voisins, on va organiser des réunions pour continuer cette évolution dans ce quartier-là. Et finalement la parcelle où il y avait la STEP, elle est diminuée en surface. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une surface qui ne servait à rien. Aujourd'hui, elle ne sert plus à rien puisqu'il y a la nouvelle station d'épuration. Voilà. Il y a juste un point de relevage. Il y a juste la pompe de relevage. Des questions sur ce point numéro 20? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 21, les jardins partagés, Marie-Hélène Castel. Monsieur le maire rappelle, Monsieur le maire rappellera à l'Assemblée que par délibération du 14 juin 2022, le Conseil municipal a approuvé la mise à disposition de parcelles communales à l'association Econature 66 pour la création justement de jardins partagés. Afin de permettre la réalisation de ce projet, il convient désormais de valider la proposition au Conseil municipal d'une demande de subvention maximale qui sera présentée auprès du département. La municipalité est le maître d'ouvrage de ce projet et travaille en collaboration étroite avec l'association Econature qui en réalisera les différentes étapes, secondées par les services techniques municipaux dont elle aura grandement besoin. Donc il est demandé de donc je vous rappelle, donc on a acté la mise à disposition des terrains sur la route de Nils, qui permettra à l'association Econature 66 de mettre en place des jardins partagés. Donc l'aménagement de ces terrains nécessite une clôture, un compteur d'eau, différents petits aménagements, et donc cette délibération nous permettra de demander une subvention au département pour ces aménagements, la plus élevée possible bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 22 points, dernier conseil municipal de 2022, c'est symbolique ça. L'espace Simonali, rénovation de la charpente. Oui. Rénovation de la charpente de la salle Granger de l'espace Simonali, Maxime Sanchez. Alors, concernant la rénovation de la charpente de la salle Granger de l'espace Simonali, donc en plus de la rénovation de la toiture, des travaux de rénovation intégrale de la charpente sont nécessaires. Des travaux de coupe-feu, de traitement antitermite sont rendus obligatoires pour une mise en sécurité de la salle. Compte tenu de l'urgence, une procédure de marché public adaptée a été lancée. Compte tenu des estimatifs, une nouvelle demande de subvention doit être faite et la prochaine commission d'appel d'offres donnera un avis sur les offres des entreprises à retenir pour engager les travaux le plus rapidement possible. Donc en fait, on a eu la surprise, on va de surprise en surprise. Donc quand on a entamé les travaux de l'espace Simonali, de la toiture, bien évidemment, c'était pas évident, mais il s'avère qu'on doit rénover également toute la charpente et dans son intégralité. Dans son intégralité, donc on doit faire une nouvelle demande de subvention et nous avons donc des devis qui ont été demandés et donc dans le même état d'esprit, on validera ces devis à la commission du 28. Donc la convocation que vous allez recevoir propose le choix de l'assurance dommage aux biens et le choix de ces éléments-là. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Encore une fois, il faut... Heureusement que cet espace-là, c'est pas comme l'école. Parce que l'école, nous, quand on a engagé les travaux de l'école, il fallait faire les travaux pendant les vacances pour que les gens puissent rentrer à l'entrée scolaire. Heureusement, mais je comprends parfaitement, on a beau d'étudier les dossiers, et finalement en enlevant, bien que là je regardais les photos qu'on nous avait données en commission d'appel d'offres,
hein. J'ai regardé l'étude, c'est vrai, rien qu'avoir l'étude, on se demande comment, dessous, quelque chose pouvait les supporter. Bon, je suis navré d'apprendre hein, que finalement il va y avoir des frais, pratiquement, j'imagine qu'ils vont doubler les frais. Pour ainsi dire, oui. Hein? Oui, pour ainsi dire. Mais souvent, hein, pour faire face à ce qu'on découvre, eh bien, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques pour finalement se servir d'un bien qu'on a et qu'il fallait à tout prix entretenir. On a quand même une difficulté, c'est qu'on a quand même déplacé des associations bon, qui arrivent à avoir leurs activités, mais bon, je tenais à le rappeler. Hein. Oui, c'est pas évident pour les associations. Et de notre côté, on est quand même très incertain et très inquiet sur certains événements qui arrivent, avec la salle Junca qui est encore en travaux, et la salle Granger qui le sera toujours. Donc on a programmé les vœux du maire, on a programmé avec une date hypothétique le repas des seniors. Bon, je commence à m'inquiéter sur certaines choses et c'est vraiment pas évident. Là on est vraiment au jour le jour à l'avancée, donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on ait ce choix le 28 décembre pour continuer à avancer sur ces travaux. C'est à tout prix le 28 décembre la CE. Ouais. Il y en a des choses, on est un peu obligé. Le 28, là, on a une fin d'année compliquée. Moi, ça ne me dérange pas, hein, le 28 décembre. Sauf finalement, on a des obligations qui ne nous permettent pas d'assister à des réunions très intéressantes et dans lesquelles il est important d'y être pour bien comprendre la chose et pour pouvoir peut-être amener des solutions. Donc sur ce point 22, rénovation de la charpente de la salle Granger, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Donc sur deux choses, la nouvelle demande de subvention et le fait que la commission d'appel d'offres donnera un avis sur les offres des entreprises. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Alors, il semblerait qu'on ait peut-être pas voté le 18, du coup, il faut le voter, Franck. On en a beaucoup parlé. Le cas Sinstra, Ah ben, attendez, moi je me souviens avoir dit la phrase suivante. Je vous demande que l'avocat de la commune nous représente pour les deux affaires, celles que vous avez sur le papier. Ils ont dit qu'ils écriraient quand ils auraient vu qu'ils avaient... Non, mais on n'a pas voté du coup. Oui. On n'a pas voté. Oui, mais ça fait rien, on n'a qu'à voter maintenant. Bon, alors on revient dans le doute sur le point 18. Donc après avoir regardé les documents, il y a deux affaires. Je vous demande donc que l'on soit représenté par Maître Bonnet et que l'on soit partie civile au tribunal correctionnel sur ces deux affaires, celle que vous avez sous les yeux et celle dont j'ai reçu le courrier aujourd'hui pour l'audience qui aura lieu en janvier. Donc, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, moi j'ai quelques informations à vous donner. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Non, pas de questions diverses. Moi, je voudrais juste revenir sur Halloween, donc, qui a été une réussite, et remercier encore une fois tous les protagonistes, donc le foyer rural, les services techniques de la municipalité, et en particulier Jean-Louis, qui ont permis la réalisation de cette belle journée à laquelle ont participé les accueils de loisirs, l'espace ado, mais également tous les Pontéianais et les Nilins. Remercier également encore une fois le foyer rural pour la co-organisation du Téléthon avec la municipalité, puisque nous avons encore battu le chiffre de l'année dernière et récolté 10 500 €. Et vous remercier à toutes et tous pour votre participation, associations, habitants, commerçants, etc. etc. Remercier toutes celles et ceux qui ont participé au marché de Noël, qui a été une belle réussite également. Encore une fois, remercier les services de la mairie, Jean-Louis, toutes les équipes, mais également tous ceux qui étaient présents et toutes les animations et toute l'équipe municipale pour l'organisation de ce marché de Noël. Également souligner la réussite aussi de la journée de vendredi avec le Papa Noël, aussi, que je n'ai pas remercié pour le marché de Noël, mais qui était là aussi vendredi dans les écoles publiques de Pontéian-Hills. Et évidemment, les enfants ont pu profiter d'un spectacle à l'école maternelle et du cinéma
du nouveau cinéma de Poyestre dans le cadre de l'école élémentaire de l'oncle Jules. Vous rappelez que le don du sang qui devait avoir lieu la semaine dernière a été décalé à la semaine prochaine, donc de mémoire le vendredi 30. Ouais. Vous dire que vendredi soir, et là aussi c'est important de le dire parce qu'on revient quand même dans des moments festifs et des moments conviviaux. Vous rappelez que vendredi soir, donc, le foyer rural organise la traditionnelle rifle de Noël, des choses qui nous ont tant manqué pendant plusieurs années, donc n'hésitez pas à faire passer le message. Vous dire que les vœux du maire, sauf problème de salle, sont prévus le 20 janvier, le vendredi 20 janvier, et que le repas des aînés est prévu, le repas des seniors est prévu normalement. Non. Je vais vous dire, j'ai un trou de mémoire. Devrait avoir lieu le 26 janvier, sauf si nous avions un problème avec la salle, au cas où nous le décalerions d'1 ou 2 semaines. Mais si nous pouvions le faire avant le 31 janvier, c'est évidemment plus pertinent pour souhaiter les vœux aux personnes âgées et avoir un moment de convivialité. Donc nous allons enfin pouvoir organiser les vœux, et nous allons enfin pouvoir nous retrouver avec nos anciens autour de la table pour un repas des plus conviviaux au mois de janvier. Et je voudrais aussi en profiter pour vous annoncer que l'éclairage public sera réduit à partir du mois de janvier. Et donc, comme tous les copains et comme toutes les communes, dans un souci de sobriété énergétique, mais aussi dans un souci d'économie financière, nous allons, dès que nous aurons le nouveau prestataire éclairage public, puisque récupération de la compétence voirie au 1er janvier égale récupération de l'éclairage public, donc la semaine prochaine aussi, on n'a vraiment pas une période de tout repos avec tous ces changements de compétences. Oui, je rejoins certains élus là, qui disent on se réunit aujourd'hui, on se réunit la semaine prochaine, mais là c'est vrai qu'on a vraiment une période compliquée avec ces changements de compétences, etc. C'est vraiment une période sans relâche, et la semaine prochaine on doit voir quel prestataire nous choisirons pour l'éclairage public. Et dès que ce choix sera fait, la première chose que nous lui demanderons, c'est de réduire et d'éteindre l'éclairage public une partie de la nuit, dès le mois de janvier, comme tout le monde le fait, et nous devons donner l'exemple, et ça permettra aussi de faire des économies. Voilà. Oui, ça nous l'avions dit au dernier conseil municipal, je crois. Les éclairages, les illuminations de Noël, pardon, ont été allumées tardivement, volontairement. Elles ont été allumées le 16 et elles seront éteintes dès le 3 ou 4 janvier. Là aussi, par souci d'économie. Voilà. Merci. Merci. Et une information importante, nous avons en commune, comme toutes les communes, nous tenons d'avoir un fichier des personnes vulnérables. Ce fichier des personnes vulnérables doit servir en cas de canicule, en cas de grand froid, en cas de neige, en cas d'événement, et nous devons mettre à jour ce fichier dans le sens où il n'est pas impossible, sans vouloir être alarmiste, que nous ayons courant janvier, comme le gouvernement l'a évoqué à certains moments, et en tout cas l'association des maires a écrit à chaque maire en disant « Attention, le risque de coupure électrique est probable ». Donc, les maires sont tenus de s'organiser via les directives données par les préfets, et dans ces directives, il y a, s'il y avait coupure électrique, elle serait de 2 heures, elle serait dans la matinée ou en fin d'après-midi, mais nous devons, en tant que municipalité, de mettre en place certaines choses, et dans ces mises en place, il y a le fichier des personnes vulnérables avec qui nous devons rester en contact. Ce fichier n'est pas forcément à jour, évidemment, des gens s'installent sur la commune, nous ne les connaissons pas, des gens deviennent vulnérables parce qu'ils deviennent en situation de handicap ou personnes à mobilité réduite ou parce qu'ils prennent de l'âge, tout simplement. Donc nous vous distribuons demain ou après-demain, dans les boîtes aux lettres, l'agenda de la commune, offert par les partenaires annonceurs, comme chaque année, et dans cet agenda, vous allez trouver un formulaire qui permettra aux gens de s'inscrire sur le fichier des personnes vulnérables.
Merci de relayer cette information. Si vous avez des voisins, des proches que vous connaissez vulnérables, n'hésitez pas à remplir ce document avec eux et à nous le transmettre. Ça nous permettra d'avoir un fichier à jour en cas de coupure d'électricité cet hiver, mais aussi, et on sait que ça devient récurrent, en cas de canicule cet été, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres informations, mesdames, messieurs les adjoints? Non? On a fait le tour des questions. Mesdames, messieurs les élus, on a fait le tour. Eh bien, écoutez, je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous, chers élus, chers administrés, de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, de nous retrouver en ce début d'année pour des événements festifs et en particulier pour les premiers vœux et la première fois où je pourrai enfin, après 2 années compliquées, vous retrouver et vous adresser directement mes vœux. Et la date, vous la connaissez, et les heures et le lieu vous seront confirmés. Un document sera distribué dans les boîtes aux lettres début janvier, et il en sera de même pour les inscriptions au repas des seniors. Un document vous sera distribué également. Bonne fête à toutes et à tous, merci et bonne soirée.